pour participer à ce bel événement. Ce sera le deuxième événement important que nous co-organisons avec l'Académie et je m'en réjouis. Cette belle maison, c'est vraiment une expérience. Depuis quelques années, nous avons de très beaux liens, nous échangeons beaucoup et donc pouvoir participer avec l'Académie à cet événement est vraiment un honneur pour l'IRD. Je me réjouis aussi de la collaboration avec l'Université de Toulouse, avec nos amis de l'IRMC évidemment. Et donc je ne vais, comme tous les, comme tous les autres, je ne vais pas trop tarder, comme ça nous pourrons aller sur les débats essentiels. Donc cette deuxième session va porter, cette deuxième session, ah non c'est là, pardon, va porter sur la diversité des cultures alimentaires au service de la sécurité alimentaire. Donc j'ai 5 intervenants. D'abord le professeur Jean-Louis Rastoin, que j'ai eu l'honneur d'avoir comme enseignant à ce qui s'appelait à l'époque l'ENSA de Montpellier, donc qui est aujourd'hui Supagro. Le professeur Jean-Louis Rastoin est professeur honoraire d'économie et de gestion d'entreprise à l'Institut Agro Montpellier. Il est membre de l'UMR Moïsa et de la chaire UNESCO Alimentation Monde. Alors ensuite, j'aurai ma camarade de l'agro, de l'INAT, Lamia Krishen, qui est maître de conférence en génétique à l'ISBAT, donc à l'Institut des sciences biologie appliquée de Tunis, qui vient de fêter ses 20 ans il y a 2 ou 3 semaines, et qui est un partenaire très proche de l'IRD aussi, donc je me réjouis aussi d'avoir Lamia à mes côtés. Ensuite, nous aurons Xavier Medina, donc, qui est professeur d'anthropologie à l'Université ouverte de Catalogne. Il dirige la chaire UNESCO Food, Culture and Development. Et ensuite, Habib Aeb, que vous avez vu ce matin, donc, qui est professeur émérite de géographie à l'Université Paris 8. Donc, je commence par le professeur Rastoin. Vous avez 20 minutes. Juste pour peut-être prévenir la salle, excusez-moi, à 16 heures, je devrais partir parce que j'ai une soutenance de thèse qui aura lieu à 16 heures. Et donc, j'irai au premier étage pour la faire en visio. Voilà, je vous prie de m'excuser si les débats se poursuivent au-delà de l'horaire classique. Professeur Rastoin, s'il vous plaît. Rothman et président de l'Académie des sciences, des lettres et des arts, qui nous accueille dans son magnifique palais. Merci. Et mon ami Jean-Pierre Poulain de l'Université Jean Jaurès. Alors, je pense que cet événement est important à un double titre. Bon, le premier est général. Comme disait Massimo Montanari de l'Université de Bologne, l'alimentation embrasse l'histoire de l'humanité tout entière. C'est un besoin vital. Pas de nourriture, pas de vie. Et cette priorité à la nourriture, à la bonne nourriture, doit être restaurée dans les temps difficiles que nous traversons. Pour la deuxième raison, elle est plus personnelle. J'ai un attachement profond pour la Tunisie et donc je suis très heureux de me retrouver ici aujourd'hui. Alors je vais vous parler des systèmes alimentaires territorialisés, vecteurs d'une alimentation durable, en développant le thème des stratégies basées sur les ressources spécifiques. Bon, les trois crises, on les connaît, donc je ne vais pas m'attarder. La crise sanitaire, la crise économique et géopolitique et la crise environnementale. Simplement, les événements qui sont marqués là datent de 2019, mais en fait, il faut bien voir que ces crises se sont beaucoup développées pendant l'Anthropocène, c'est-à-dire depuis la révolution industrielle. Il faut tenir compte de ce temps long. Alors, la crise polysémique appelle une vision stratégique, et cette vision stratégique peut s'appuyer sur un concept qu'on appelle les systèmes alimentaires. Je suis très heureux d'ailleurs d'avoir entendu parler de ce concept par les orateurs précédents à plusieurs reprises. Ça me paraît fondamental de passer d'une vision monosectorielle à une vision plurisectorielle. Alors je rappelle ici le père de la théorie des systèmes alimentaires, c'est Louis Malassis, qui était professeur à Montpellier aussi, façon dont les hommes s'organisent dans l'espace et dans le temps pour obtenir et consommer leur nourriture. On a une définition plus sophistiquée basée sur la théorie des systèmes, c'est-à-dire le système alimentaire, c'est un système complexe formé d'acteurs interdépendants
dont l'objectif est de satisfaire les besoins alimentaires d'une population. Mais ça peut être des besoins réels, fondés sur la nutrition, la bonne nutrition notamment, ou des besoins forgés, on a parlé de la publicité ce matin, forgés par le matraquage publicitaire. Alors vous avez là la description des acteurs, passez rapidement parce que c'est bien connu. Il faut des ressources naturelles, la terre et l'eau. Ensuite, l'agrofourniture, ce sont les intrants chimiques, génétiques, mécaniques, etc. Avec ça, vous faites des matières premières agricoles, mais de plus en plus, vous développez la biomasse qui peut avoir d'autres fins, d'autres objectifs que de fournir de la nourriture. Donc les produits non alimentaires, hein. Après, ça passe par l'artisanat. Je rajoute volontairement ici le terme artisanat parce qu'il va faire partie des systèmes alimentaires territorialisés. Et puis évidemment l'industrie alimentaire, hein, les circuits commerciaux, et puis l'assiette ou le verre des consommateurs. Tout ceci ne peut fonctionner que s'il y a des industries et des services périphériques, notamment la logistique qui prend une importance cruciale en ces temps de guerre, et donc qui peuvent augmenter beaucoup le coût de transport des marchandises. Alors il y a une boucle de rétroaction que vous voyez en bas, c'est-à-dire il faut réduire les pertes et gaspillages et valoriser les produits qui sont issus de cette chaîne alimentaire, parce que c'est un gisement évidemment productif important. Alors ce qui caractérise le système alimentaire aussi, c'est l'espace géographique. Ça peut être le local, le national ou l'international. Et puis le pilotage mixte par les marchés et les États. Bon, de tout temps, on sait que les États, les souverains, les républiques, etc., ont été très préoccupés par la sécurité alimentaire, c'est-à-dire donner à manger au peuple, du pain et des jeux. Depuis les Romains, mais bien avant aussi, hein. Les émeutes de la faim, c'est parce que justement, il y a des défaillances à ce niveau. Alors, il y a une grande diversité de systèmes alimentaires dans le monde, hein. Dans pratiquement tous les pays, c'est le premier secteur économique, et de loin, si vous rassemblez tous ces acteurs. Deuxièmement, il y a un rôle fondamental de l'agroalimentaire, c'est-à-dire que les matières premières agricoles qui sont consommées sans transformation sont de moins en moins importantes. Il y a tout un cycle qui se fait, les emballages, mais ensuite la transformation, etc. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que si on parle d'alimentation sans parler de transformation par l'artisanat ou l'industrie alimentaire, on est un peu à côté de la plaque du point de vue des politiques alimentaires. Alors, crise et enjeux de la sécurité alimentaire, prospective et conclusion. Bon, il y a une triple crise, comme je l'ai évoqué dans la première diapo, santé, économie, ressources naturelles. Alors là, ce sont des chiffres qui sont issus de FAO Stat et tirés des bases de données, notamment de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Vous voyez là, ce sont les gens qui sont en situation d'obésité, indice de masse corporelle supérieur à 30. Vous avez dans la colonne du milieu les millions de personnes concernées. Et vous voyez que en 2023, probablement, on a franchi la barre du milliard. Du milliard. Si on regarde des photos d'archives des années 50, on est frappé par l'évolution de la configuration corporelle des habitants de cette planète. Alors ensuite, vous avez la prévalence, hein, faible en Afrique subsaharienne, et puis ensuite ça progresse, Moyen-Orient, puis Europe, avec une moyenne mondiale de 12%. Il faut voir l'évolution. L'évolution la plus forte se manifeste en Afrique subsaharienne. C'est-à-dire que là, vous avez le double fardeau qui est bien connu, à la fois de l'insécurité alimentaire par déficit de calories, de protéines, de vitamines, etc. Et puis vous avez, au contraire, par excès de sucre, de sel, de corps gras, vous avez le problème de l'obésité et ce phénomène aujourd'hui est mondial dans tous les pays du monde, en particulier dans les zones urbanisées. Alors ceci, ça provoque la hausse des MCOA, c'est-à-dire les maladies chroniques d'origine alimentaire, d'abord les cardiovasculaires, ensuite le diabète de type 2, certains cancers, et on s'est aperçu pendant la crise Covid que l'obésité est un facteur de comorbidité, c'est-à-dire ça augmente les risques encourus du fait des maladies infectieuses. Alors en économie maintenant, là aussi, la facture s'alourdit pour notre région euro-méditerranéenne. Vous voyez là le coût des importations
avec la première colonne, c'est en milliards de dollars. Hein, c'est en milliards de dollars, c'est énorme. 147 milliards dans les pays d'Europe du Sud, 137 milliards au Moyen-Orient, Afrique subsaharienne, etc. Donc ceci, ça pèse d'un poids considérable dans le budget des États. Et la dépendance externe de cette zone euro-africaine est un phénomène très inquiétant, exacerbé par le conflit géopolitique en Ukraine. Les ressources naturelles, donc je passe rapidement parce que c'est... Bon, tout ce que je viens de dire est très bien documenté par les publications scientifiques. Hein. C'est pour ça que sur le changement climatique, quand on entend parler les climato-sceptiques, on est consterné lorsqu'on est chercheur comme moi. Par exemple, il y a le stress hydrique ici, et puis dans toute la zone méditerranéenne, c'est-à-dire que les ressources en eau sont en train de s'amenuiser de façon inquiétante. Dégradation des sols, notamment par des phénomènes mécaniques, tassement des sols, etc., érosion, pollution des eaux, phénomène également très inquiétant, et la perte de biodiversité. On estime que la biodiversité a diminué dans le monde d'environ 70% dans les 30 dernières années. Alors la prospective. Voilà. Il faut que j'accélère, Président. Il y a 3 scénarios. Le premier scénario, c'est au fil de l'eau. C'est-à-dire, vous voyez là des serres, atmosphère confinée, etc. Deuxième scénario alternatif, scénario de rupture, les bocages, la biodiversité à droite. Hein. Et le scénario le plus probable, c'est qu'il y a une combinaison des deux. Bon, ce système agro-industriel, il est intensif, spécialisé, concentré, mondialisé, financiarisé. La caricature, c'est à droite, en Arabie Saoudite, un élevage de 90 000 vaches de race Holstein qui est hyper sélectionné pour cracher du lait, avec du soja et du maïs importé. Ça, c'est, disons, le contraire de ce qu'il faut faire. Oui, ça existe, bien sûr, ça existe. Oui, oui, ça existe. Et j'ai appris que ça se développait aussi dans le sud du Maghreb maintenant. Hein. Alors, ce système n'est pas, comment dirais-je, à critiquer de façon totale. Il a rendu de grands services, notamment pour faire mentir Malthus, dont on a parlé, mais aussi Ehrlich, hein, qui disait on va vers une famine généralisée et la population va disparaître parce qu'on ne pourra plus produire assez d'alimentation, de nourriture. Bon, alors à côté de cette performance économique, il y a une impasse sociale, environnementale et technologique sur laquelle je reviendrai plus tard. Alors le scénario 2, c'est un scénario de transition. Oui, alors le paradigme ici, hein, c'est, disons, la vision, hein, il est techno-marchand. La technologie et le marché vont résoudre tous nos problèmes. Le deuxième scénario, c'est un paradigme qui s'appuie sur la nature, il est biomimétique et il est social parce qu'il prend en compte la redoutable question des inégalités qui se creusent. Alors cette rupture stratégique, elle passe par l'intégration de 3 valeurs du développement durable, on appelle les 3 E, équité, environnement et économie. Triple performance par la transition socio-écologique versus ce que l'on a actuellement, le pilotage, il se fait uniquement par les prix de marché, qui sont volatiles, etc. Donc les fondamentaux, vous les avez là. Qualité élargie, ça c'est à gauche en bleu, c'est le scénario de rupture alternatif. Et à droite, c'est le scénario agro-industriel. Donc qualité élargie des produits versus qualité subjective. Autonomie territoriale, qualité subjective, c'est-à-dire une qualité construite par le marketing et la publicité. Autonomie territoriale versus dépendance externe. On importe, et ça a été le consensus de Washington pendant longtemps, mais pourquoi vous n'importez pas plutôt que de produire chez vous? Triple proximité versus filière longue, solidarité entre acteurs versus individualisme. Alors je passe rapidement en revue ces différents caractères. La qualité globale des produits alimentaires, bon, elle est facile à imaginer. Les 5 sens, évidemment. Les qualités nutritionnelles, c'est-à-dire un apport en positif en termes de santé. Le savoir-faire technologique. Le culturel patrimonial, qui a été évoqué longuement, hein, à juste titre. Et puis l'origine. D'où viennent les produits que je mange? La question se pose de façon lancinante, y compris d'ailleurs dans les sociétés traditionnelles,
pour les consommateurs. Alors, on a une pépite ici, c'est la diète méditerranéenne, hein, évidemment. 2014, ça a été évoqué par Jean-Pierre, je crois. La diète, bon, reconnaissance au patrimoine culturel immatériel. Et cette diète alimentaire peut s'appuyer et doit s'appuyer sur les indications géographiques. Là, c'est le système européen qui vous apporte la traçabilité des produits. Alors, je note que la croissance très forte du système européen d'indication géographique, hein, je vous ai mis les chiffres, ça a doublé depuis 2009. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt des producteurs pour ça, parce qu'ils sentent bien que le marché va dans ce sens. Deuxième principe, souveraineté alimentaire. Donc ça, c'est Via Campesina, 1996, hein, un syndicat paysan. Droit des peuples à une production durable d'aliments sûrs, nutritifs, culturellement appropriés, sans que celle-ci puisse porter préjudice aux droits des autres peuples. Ça, c'est le respect mutuel dans la production d'aliments. Pour l'autonomie alimentaire, j'en ai déjà parlé. Produisons ce que nous pouvons chez nous et ensuite importons, si ça ne suffit pas. Alors, ça renforce la résilience aux incertitudes et aux défenses de marchés très volatiles. Et c'est un soutien au développement rural par la création d'activités grâce à l'autonomie. La triple proximité, c'est très intéressant, hein, c'est l'agroécologie en fait, entre agriculture, élevage, forêt et les écosystèmes. C'est-à-dire ce qu'on appelle agroécosystèmes locaux. Ça, c'est, disons, l'itinéraire technique qui doit être l'objectif pour accélérer la transition socio-écologique. Bon, la deuxième proximité, c'est entre ces agroécosystèmes et la transformation artisanale et industrielle. Les spécialistes vous disent que la qualité des produits, eh bien, elle dépend étroitement du temps qui s'écoule entre la récolte chez l'agriculteur et puis la transformation. P3, troisième proximité, c'est entre la production alimentaire et les consommateurs par le système des circuits courts locaux et internationaux. Alors souvent, on me dit, mais pourquoi tu mets internationaux? Parce que la définition de circuit court, c'est un seul intermédiaire. Et ceci, ça s'organise en réseau physique et numérique. Donc, ce n'est pas du tout l'agriculture de nos grands-parents, etc., hein, avec un ancrage territorial. La solidarité, c'est la mutualisation des ressources pour améliorer la compétitivité et renforcer les compétences. Parce qu'on est bien là sur des schémas d'agriculture familiale et de TPE et PME agroalimentaires. La gouvernance, elle est partenariale avec de nouveaux statuts d'entreprise, mais qui existent de longue date, hein, par exemple dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et la réduction des inégalités par la coopération locale, nationale et internationale. C'est très important. C'est-à-dire faire confiance au marché spot de Chicago pour fixer le prix du blé, le prix du riz, le prix du maïs, etc. C'est une hérésie en termes économiques, à la fois pour les producteurs et les consommateurs, parce que les soubresauts sur ce marché très spéculatif sont tels qu'on n'arrive pas à gérer les entreprises. Alors, bon, tout ceci peut paraître un peu, comment dirais-je, un peu discutable en termes d'évolution, mais nous avons de très très nombreuses initiatives qui vont dans ce sens sur le terrain. Là, il y a une association française qui s'appelle Résolis qui a recensé presque 1000 initiatives en 2024. C'est considérable. Mais il faut mettre en musique toutes ces initiatives, et c'est là que ces systèmes alimentaires doivent avoir une aire géographique suffisante. Hein. Quand on parle de l'alimentation locale, ce n'est pas dans un rayon de 10 km ou 20 km. Hein. Dans un pays comme la France, ce sont les régions, c'est-à-dire 300 ou 400 km. Et là, vous avez une diversité alimentaire qui vous apporte la qualité des produits. Alors, je termine par des fondements théoriques, hein, sur les stratégies. En gros, vous avez deux stratégies d'entreprise. Vous trouverez les références dans la bibliographie. Hein. C'est la domination par les coûts, c'est-à-dire plus je suis gros et moins je produis cher. Pourquoi? Parce que les coûts fixes supportés par l'entreprise sont divisés par une masse de produits très importante. Hein. C'est arithmétique. Alors ça, c'est le domaine des firmes multinationales, avec, comment dirais-je, un pouvoir hégémonique qui devient inquiétant. Souvent, je compare ces firmes multinationales du système alimentaire aux GAFAM. Par exemple, dans les biotechnologies, vous avez un GAFAM qui est en construction. Très, très inquiétant.
Il faut que les États réagissent par rapport à cet accaparement du pouvoir de marché par une poignée de firmes. La stratégie alternative, qui fait partie des systèmes territorialisés, c'est l'orientation par les ressources, c'est-à-dire je différencie mes produits en fonction de ressources spécifiques. Alors, il y a les ressources naturelles, ça c'est le produit de terroir, etc. Il y a les ressources humaines, ce sont les savoir-faire. Et puis, vous avez aussi des ressources en termes d'innovation technologique, etc., ou de savoir-faire traditionnel. Alors, je conclus. Ça va, Monsieur le Président? Alors, nous avons 6 facteurs clés pour cette transition alimentaire que de nombreux chercheurs, encore une fois, appellent de leur vœu. Il y a des tribunes maintenant dans les journaux, dans le Guardian, dans Le Monde, vous avez des tribunes signées par des centaines de chercheurs qui disent « Mais attention, là on va dans le mur ». Parce qu'on a constaté en Europe qu'il y avait un coup de frein brutal à la transition socio-écologique, malgré les promesses électorales qu'on a pu entendre ici ou là. Par exemple, le pacte vert européen est bloqué avec une stratégie spécifique pour l'alimentation qui s'appelle « de la ferme à la table ». Alors, que faut-il faire? D'abord, il faut avoir une vision stratégique à partir des objectifs du développement durable. Les Nations Unies, en 2015, ont voté les 17 objectifs du développement durable. On est en 2024, tous les pointages montrent qu'on est très loin de les atteindre. Donc là aussi, il y a une alerte qui est lancée forte par la communauté internationale. Alors les plans d'action, c'est premièrement, il faut définir une politique alimentaire qui va être fondée sur la qualité nutritionnelle de la diète. Et je rappellerai ici ce qu'a écrit Ibn Khaldoun, qu'on a cité à juste titre, un digne successeur d'Hippocrate. De la diète, tu feras ton médicament. Ça, c'est l'aspect prévention, c'est extrêmement important. Deuxièmement, il faut des incitations économiques, c'est-à-dire différencier les prix en fonction de la qualité totale, que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, aider les investissements qui vont dans le sens de la transition, et puis la fiscalité. Il faut taxer la junk food et au contraire baisser les taxes sur la bonne alimentation. Bon, il faut restructurer l'administration. Bon, c'est valable dans presque tous les pays du monde. Je le dis en France, mais je peux le répéter ici. Les silos, c'est mortel pour faire la transition. C'est mission impossible. Ministère de l'Agriculture, ministère de la Santé, ministère de l'Économie, etc. Il nous faut une vision, une approche transversale qui permette de prendre des éléments dans chacun des ministères pour aller vers l'objectif de développement durable. Et puis on a une dernière chose, c'est la lutte contre la précarité. Bon, on a fait des calculs sur les coûts cachés des aliments, le juste prix des aliments, etc. Il faut s'attendre à une hausse des prix des produits alimentaires si on veut davantage de qualité. Il n'y a pas de secret en économie. Plus de qualité, ça va coûter plus cher. Et donc, en Europe, il y a 15% de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté et qui sont en précarité. Ils ne pourront pas acheter ça. Et donc, il faut trouver des systèmes nouveaux, comme ce qu'on appelle en France la carte vitale alimentaire, les chèques alimentaires, etc., qui existent déjà aux États-Unis depuis des décennies. Une politique alimentaire aux États-Unis, c'est 100 milliards de dollars par an. En Europe, c'est 600 millions d'euros par an. Il faut mobiliser la chaîne des savoirs. Donc là, je parle dans le temple de la connaissance, évidemment, dans un des temples de la connaissance. Il faut redéployer la chaîne des savoirs dans le sens de la transition socio-écologique. Recherche, développement, innovation, transfert, formation, information. C'est très important. Je constate partout où je passe que le redéploiement tarde à venir, parce qu'il y a l'inertie administrative que j'ai mentionnée. Bon, le foncier et l'eau, c'est capital, vraiment très important. Ça doit être prioritaire. Il y a des conflits d'usage, évidemment, pour la terre, mais priorité absolue doit être donnée à l'alimentation. De la même façon, attention à ce que l'on fait de l'eau. Si c'est pour arroser des golfs, non. Il faut que l'eau soit dédiée à la production alimentaire et évidemment à la boisson des humains. Organiser les filières par la contractualisation. Et puis, moi, je parle toujours en terminant de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies 1947, dans lequel le droit à l'alimentation est inscrit à l'article 25. Il n'y a que 30 pays au monde qui ont mis ça dans leur constitution. On met beaucoup de choses dans les constitutions.
Mais ça, on oublie, et c'est un peu regrettable. Et puis, changer le mode de gouvernance de nos systèmes alimentaires. Aujourd'hui, le mode de gouvernance dominant, c'est le mode de gouvernance actionnariale, c'est-à-dire ceux qui contrôlent le capital social des entreprises, en particulier des grandes entreprises, c'est-à-dire des fonds d'investissement, des fonds de pension, des fonds spéculatifs, eh bien, évidemment, se remplissent les poches les premiers. Ça, il faut le faire évoluer pour partager la gouvernance entre les différents acteurs. Alors, il n'y a pas que les actionnaires, évidemment, ils ont droit à une rémunération, mais il y a les employés des entreprises, il y a les clients, il y a les fournisseurs, etc. Alors, je termine par une citation d'une collègue espagnole. Voilà, j'aime beaucoup. La diète méditerranéenne, comme toute alimentation, doit recevoir une lecture nutritionnelle, économique, sociale et culturelle, et inévitablement éthique. Donc ça, c'est parfaitement en phase avec les objectifs de ce magnifique colloque. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour ce très beau panorama. Donc, nous aurons certainement beaucoup de points à discuter tout à l'heure. Donc, gardez vos questions avec vous. Nous en parlerons par la suite. Donc, je passe la parole tout de suite à ma collègue Lamia Krishen. Ah, tu veux être debout? Donc, Lamia va nous faire un cours. Mais même si tu es debout, tu n'as le droit qu'à 20 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être parmi vous aujourd'hui dans cet endroit magnifique et féerique et en présence d'une audience exceptionnelle afin de vous parler aujourd'hui de l'abricotier, quel potentiel et quel avenir en Tunisie. L'abricotier, en fait, c'est une espèce fruitière qui appartient à la famille des rosacées, le genre Prunus, espèce Prunus armeniaca. Cette espèce fruitière possède des feuilles caduques qui tombent en hiver. Ces feuilles sont de grande taille et en forme de cœur. Sa floraison se fait avant la croissance végétative au printemps. Et c'est ce qui fait que... Oups, je sais pas ce que... Ah ben c'est bon. C'est ce qui fait qu'on voit les arbres tout blancs comme ça, blanc rosé en début de printemps. Son fruit est une drupe, c'est un fruit qui a un noyau dur, comme la pêche. Alors, la répartition de l'abricotier dans le monde montre qu'il existe un peu partout dans le monde, sur les 5 continents, avec néanmoins une concentration en Asie de l'Ouest et autour du bassin méditerranéen, où on a à peu près plus des 2 tiers de la production mondiale de l'abricot. Si on essaie de creuser un peu plus en détail, on remarque que la Turquie occupe la première place avec plus de 800 000 tonnes par an, suivi de l'Ouzbékistan, l'Iran, l'Algérie, l'Italie, le Pakistan, l'Espagne, enfin. La Tunisie, elle occupe la 17e place, juste après la France, avec 38 tonnes par an. Et si on essaie de voir d'un peu plus près, on remarque que les superficies plantées d'abricots ont connu une croissance jusqu'en 2019 et maintenant c'est en train de régresser. La production, elle a augmenté jusqu'en 2019, elle s'est stabilisée et maintenant elle commence à régresser. Et on remarque aussi que les rendements par hectare, ça ne fait qu'augmenter parce qu'il s'agissait de jeunes plantations. Maintenant, elles sont en pleine production. Même si les superficies diminuent, on a encore cette stabilité. Dans notre laboratoire, on a travaillé sur 4 grandes problématiques concernant l'abricotier depuis 24 ans maintenant. Et il s'agit d'abord le problème de l'érosion génétique à cause de la perte des variétés locales qui sont mal connues par le consommateur et par l'agriculteur. On a aussi identifié plusieurs problèmes de confusion de nomenclature entre les régions. Ensuite, on s'est intéressé aux variétés locales qui sont considérées comme économiquement non rentables par les agriculteurs, en comparaison bien sûr aux variétés importées, elles qui sont améliorées et qui ont de forts rendements. Et on va voir quel est le problème tout à l'heure. Pareil, un autre problème énorme, c'est l'impact du changement climatique. D'abord, sur la pollinisation, puisque actuellement, il y a un décalage des périodes de floraison
entre les variétés pollinisatrices et les variétés productrices, sachant que la grande majorité des variétés locales tunisiennes sont auto-incompatibles, donc elles nécessitent ce mélange variétal. Et donc la pollinisation ne se fait plus très correctement, donc la production a baissé. Un autre impact du réchauffement climatique sur la production, c'est les variétés importées. Actuellement, elles voient que leurs besoins en froid hivernal ne sont pas satisfaits. Ces 7-8 dernières années, on a eu des hivers chauds. Il n'y a pas eu assez de froid, donc il n'y a pas eu d'induction florale suffisante, donc il n'y a pas eu une bonne production chez les variétés importées. Alors, on s'est fixé plusieurs objectifs. On va parler du premier bloc d'objectifs qui touche l'identification et la conservation de la diversité génétique de l'abricotier en Tunisie. Et pour cela, nous avons fait des prospections sur toute la Tunisie afin d'identifier l'étendue de la diversité génétique abricotier tunisien que nous avons caractérisé morphologiquement par le descripteur international du POV et aussi avec les marqueurs moléculaires de type AFLP microsatellite. Nous avons identifié les caractères d'intérêt agronomique pour certaines variétés locales afin d'initier dans l'avenir des programmes d'amélioration et de sélection assistés par marqueurs moléculaires. Nous avons également retracé l'histoire de dissémination de l'abricotier autour du monde et actuellement, nous avons une collaboration avec la Banque de Gênes afin d'installer l'accord collection. Mais comment on est arrivé à réaliser tout ça? C'est ce que je vais vous raconter maintenant. Alors, le mode de culture de l'abricotier est essentiellement par semis spontané dans les forêts en Chine, qui est son berceau d'origine. Mais c'est le greffage des variétés sélectionnées partout ailleurs dans le monde. Donc, le semis, c'est en Chine. Exceptionnellement, en Afrique du Nord, on trouve à la fois le greffage et le semis. Alors, le semis, enfin un semi-graine, le greffage, il suffit de greffer la variété sélectionnée d'intérêt sur un porte-greffe qui peut être soit un noyau d'abricot ou un prunier ou autre espèce adaptée. Les modes de culture qu'on rencontre en Tunisie, il y en a 3. D'abord, on a des vergers intensifs en monoculture d'abricots où on rencontre que des arbres d'abricotiers uniquement. Il y a aussi la culture promiscue. Ça a été introduit avec les Andalous en Tunisie et on la rencontre encore maintenant du côté de Tastour et de Ras Jbal. Et on a en fait un mélange d'arbres fruitiers. Il y a les pruniers à côté des abricotiers, des pêchers, des grenadiers, des figuiers alternés. Et en dessous, on a d'autres cultures. Et à côté, il y a les vaches aussi. Et il y a le système de culture oasien en 3 étages, où on a les palmiers en haut. Juste en dessous, il y a les arbres fruitiers dans le citronnier, figuier, grenadier. Et bien sûr, les bargouk des oasis, parce qu'ils sont issus de semis. On ne les appelle pas meshmesh, on les appelle bargouk, à tout petits fruits. Voilà. Donc, du coup, on a prospecté les différentes zones de culture de l'abricotier, à commencer par la région de Qrouën, qui à elle seule produit 40% de la production nationale d'abricots, la région de Ras Jbal, la Rafraf et Gharl Melh, la région de Tastour, Sfax, Friena, Gebs, Merth et Jerba, et les oasis de Gafsa, Touzer, Tamarza, Mides, Nafta et Dgesh. Un petit aperçu des variétés locales. Et sur cette photo, vous avez déjà 8 variétés différentes. Il y en a pas mal. Alors, cette variabilité morphologique nous a permis donc d'établir des structurations de la variabilité sur les caractères morphologiques où on peut distinguer 2 grands groupes. Le premier groupe, il renferme des variétés qui ont des fruits moyens à gros. Ils ont une chair épaisse, ils ont des formes plutôt arrondies ou rectangulaires aplaties ou carrées et ils ont une peau colorée avec de la surimpression. Un autre groupe, c'est les tout petits fruits allongés, à chair très fine et sans coloration sur la peau. Ça nous a permis de distinguer les variétés sélectionnées greffées des bargouk issus de semis qu'on rencontre dans les oasis. Sur la base des marqueurs moléculaires, nous avons établi une structuration de la diversité en faisant la corrélation avec l'origine géographique du matériel étudié. Et là, on a remarqué qu'il y a le groupe nord, le groupe centre, le groupe sud, le groupe des oasis de Gafsa et les autres oasis. Ceci nous a permis de faire une structuration des variétés greffées d'un côté
et des bargouk des oasis d'un autre. On a essayé d'approfondir encore plus cette structuration avec une analyse bayésienne qui a confirmé cette structure en 5 groupes. Par la suite, on a renforcé cette étude par une analyse factorielle des correspondances qui, elle, met en évidence 5 groupes, sauf que là, on a un groupe, le groupe 1 que vous voyez là, qui fait bande à part. Il se détache complètement des autres où on a un continuum. Et là, il s'agit des variétés à chair blanche de forme rectangulaire aplatie, les chéchis, effectivement. Et les autres groupes, donc le nord, le centre-sud, Gafsa et les autres oasis, c'est continu. On voit qu'il y a une même base génétique à l'origine. Alors, quelle est l'histoire de ce groupe 1? Pourquoi il fait bande à part? À quoi correspondent ces variétés-là? La structuration de la diversité génétique de l'abricot tunisien, si j'exclus les bargouks, je garde que les variétés, j'ai toujours ce groupe qui fait bande à part les variétés du nord et du centre. Et du coup, on a cherché du matériel qui ressemble beaucoup morphologiquement à ces variétés-là. On en a trouvé en Espagne à Murcia. Et on a fait une structuration en impliquant les variétés de Murcia. Elles sont toutes là avec les variétés à chair blanche. Faisons toujours bande à part par rapport au reste du matériel tunisien. Donc, on a au moins 2 introductions d'origine génétique du matériel tunisien en Tunisie. Alors, cette origine génétique commune avec le matériel espagnol nous intrigue d'une part, mais confirme parfaitement la ressemblance morphologique des caractères. Et en plus, on a des allèles spécifiques au groupe rose là, qui n'existent pas là. Du coup, on a étendu l'étude de la diversité génétique à l'échelle du bassin méditerranéen en impliquant du matériel de la Turquie, l'Iran, l'Italie, l'Espagne, la France, l'Europe centrale, mais aussi les vallées de Drea et de Moulouya du Maroc, Massa de l'Algérie, Murcia de l'Espagne. Et voici la structuration en 3 groupes. On voit bien donc qu'il y a un groupe irano-caucasien. C'est celui qui renferme la plus grande diversité génétique et le plus grand nombre d'allèles spécifiques. Le deuxième groupe, c'est le groupe bassin méditerranéen nord et Europe continentale. Et vous voyez qu'ils ont aussi des allèles spécifiques ici illustrés en jaune. Et on a un troisième groupe de diversité qu'on a nommé Maghreb, auquel s'associent les variétés de Murcia. Et là, donc, on a un troisième groupe de diversité Afrique du Nord au Maghreb qui est étroitement lié à Murcia, ou l'Espagne, si vous voulez. Du coup, on a décidé d'élargir à l'échelle mondiale cette analyse de la diversité génétique de l'abricotier. Et on a fini par conclure qu'à partir de son centre d'origine, la Chine et l'Asie centrale, il y a eu 2 voies d'extension vers l'est, côté Mongolie et Japon, et vers l'ouest via la voie, la flèche jaune, là, c'est le continental européen d'une part, avec une base génétique spécifique colorée en jaune ici, et vers la zone irano-caucasienne avec une grande base génétique en rose ici. La zone irano-caucasienne étant un deuxième centre de diffusion autour du bassin méditerranéen via le nord de la Méditerranée, la flèche verte, et ça crée la diversité Europe méditerranéenne, et la flèche rose vers l'Afrique du Nord. Et du coup, on a différents pôles génétiques, toujours venant de la zone irano-caucasienne. Donc, on a aussi remarqué qu'il y a un gradient décroissant de diversité, bien sûr, allant de l'Asie vers l'Europe de l'Ouest. Du coup, on a cherché à comprendre quels sont les faits historiques qui ont contribué à la dissémination de l'abricotier en Tunisie, en remarquant donc cette histoire-là. Et donc, on a essayé de relier ces introductions en premier lieu par rapport au commerce des Phéniciens et des Romains à travers les rives est-ouest de la Méditerranée et les échanges maritimes. Donc, comme l'illustre cette carte. Ensuite, et beaucoup plus tard, il y a eu d'autres faits, 2 périodes marquantes dans l'histoire de la Tunisie. Donc, la conquête musulmane du Maghreb dès le 7e siècle. Et là, on voit que ça a bougé. Hein. Ça vient de l'Arabie saoudite vers la région de Kairouan et bien plus tard vers la péninsule ibérique et particulièrement donc la région de l'Andalousie.
Et la deuxième époque, beaucoup plus tard, c'était l'Empire ottoman, dès le début du XVIe siècle. Et celui-là a contribué à enrichir la diversité génétique en Tunisie et en Algérie plus qu'au Maroc, parce que ça s'est arrêté juste à mi-chemin en Algérie. C'est ce qui fait qu'on a plusieurs voies d'introduction et époques. Voilà. Donc, on a continué à travailler aussi sur les caractères agronomiques d'intérêt et on a trouvé des marqueurs liés à des caractères d'intérêt comme le poids des fruits. Et on a trouvé deux marqueurs qu'on trouve automatiquement chez toutes les variétés presque qui ont de gros fruits et un autre marqueur présent 100% chez 100% des tout petits fruits. Donc ça va être utile dans la sélection assistée par marqueur plus tard. Il y a aussi le caractère fermeté de la chair. Quand la fermeté est élevée, on a 94% des variétés qui présentent ce marqueur-là. Et pour la période de maturation des fruits, quand la maturité est précoce à moyennement précoce, ces variétés, à 86%, possèdent cet allèle-là. Par rapport donc à l'installation d'une corps collection à la banque de gènes, nous avons sélectionné cette collection sur la base des caractères morphologiques et moléculaires. La collection est représentée par 34 accessions dans 25 variétés et 9 bargouk sur un total de 110 individus. Et le travail avec la banque de gènes avant d'installer la collection à Takelsa, c'est pour bientôt, Inch'Allah. On a déjà programmé cela. Le deuxième bloc d'objectifs est concentré sur la valorisation du potentiel des variétés locales d'abricotiers en Tunisie, en se fixant comme objectif d'identifier les variétés locales les plus attractives pour le consommateur et aussi pour l'agriculteur, et les plus disponibles sur le marché pour étendre le calendrier de la saison des abricots vers un petit peu précoce avril et un petit peu plus tardif, peut-être fin juin, juillet. Et identifier aussi des variétés locales à faible besoin en froid qui ont donc un potentiel agronomique pour substituer les variétés dont les besoins en froid ne sont plus satisfaits actuellement. Identifier aussi des variétés autocompatibles pour contourner le problème de la pollinisation croisée et les périodes de floraison qui ne se couvrent plus. Et identifier des variétés adaptées à la transformation en produits dérivés pour la conservation à long terme. Alors, un petit rappel sur la pollinisation. En fait, on parle de variétés autocompatibles lorsque son propre pollen tombe sur la fleur et donne des fruits. Et là, on est capable de faire des vergers en monovariété, une seule variété, des hectares et des hectares, on aura des fruits. Par contre, les variétés auto-incompatibles, leur propre pollen ne peut pas les polliniser et on a besoin de faire une pollinisation croisée. Et dans ce cas, le mélange variétal dans le verger est obligatoire. Donc, la floraison chez l'abricotier aussi, elle est faite selon des saisons. Il y a les précoces, il y a les moyennes et les tardifs, un peu comme la période de récolte des fruits. Et donc, on a fait le calendrier des floraisons dans les différentes régions, donc Tastour, Ras Jbal, Qarouen, etc., afin de faire le meilleur mélange variétal où on a un recouvrement. Par exemple, ces deux-là se recouvrent. Par exemple, ces deux-là se recouvrent pour faire le bon choix de mélange variétal. Une minute. OK. On a cherché des variétés autocompatibles en travaillant sur les locus S et M. Après ce screening, on a pu identifier qu'il y a 28 génotypes d'autocompatibilité dans 5 confirmés autocompatibles. On a aussi identifié et confirmé que la variété Cheshire et Fourati sont 100% autocompatibles et donc c'est un potentiel à valoriser. Par rapport aux formes de valorisation de l'abricot, on le consomme en fruits frais, mais aussi en confiture, en baies à sirop, fruits séchés, pâtes de fruits, purée, jus, les amandes, les huiles d'amandes, les dry rolls, etc. Mais on a évalué donc des paramètres physico-chimiques afin de valoriser encore plus ce potentiel, particulièrement les teneurs en sucres totaux, l'activité antioxydante et les teneurs en polyphénol. Et on a pu identifier donc des variétés très riches en sucre dans les variétés Morlash, Chechi Bazza et Chechi Khitlouet. Les variétés très riches en antioxydants, on en a besoin pour rester jeune. Et les variétés peu riches en polyphénol, parce que les fruits restent orangés, ne brunissent pas et ne s'oxydent pas. Et suite à ça, on a donc identifié 4 variétés à potentiel important. Donc, Chechi Khitlouet, qui est très sucré, autocompatible et très beaux fruits blancs.
le chéchi. L'amorlage, c'est la variété qui reste orangée, qui est sucrée. Et la variété chéchi base, c'est la plus sucrée de toutes. Là, quand on la transforme, on n'a pas besoin d'ajouter de sucre. N'importe quelle transformation, elle est suffisamment sucrée naturellement. Et quand on dit sucré, pareil, c'est quand on va réduire l'apport de sucre exogène, que ce soit dans la confiture, le jus, etc. Et finalement, la variété Forat, qui est la pollinisatrice de Morlash. Donc, elles conviennent ensemble très bien. Alors, parmi les valorisations de l'abricot en confiture, je tenais à présenter ces deux points très importants. C'est la confiture de Morlash et la confiture à partir de Cheshire Loued. Toutes les deux ont obtenu des médailles d'or et d'argent dans le concours des produits du terroir du Pompat. Donc, la valorisation a commencé à se faire. Pareil, on a donc identifié des variétés qui peuvent être plantées dans la région de Qrouin, Hafouz, Khitlouet, Sbikha, Hajj Blayoun et aussi du côté de Tastour. Pareil, on a aussi des... ouais. Alors, par rapport aux variétés intéressantes à Morlash chez Khitlouet, elles sont déjà dans le catalogue des pépinières, dans Pépinière Mabrouka. Et je ne peux finir cette présentation que par le remerciement de tous nos partenaires et collaborateurs, ainsi que toute l'équipe du laboratoire de génétique moléculaire, immunologie et biotechnologie qui a travaillé sur l'abricotier. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette belle histoire de l'abricotier que vous nous avez racontée. Hier, j'ai écouté par hasard vers midi une émission qui passe sur France Culture qui s'appelle Les Bonnes Choses. Et alors cette émission-là, elle rassemble les deux interventions, puisque c'était une émission sur la confiture. Donc il y avait le champion du monde de la confiture, et puis il y avait des personnes qui sont vraiment très expertes. Et elle parlait des terroirs, des circuits courts. Donc j'ai eu l'impression de retrouver un condensé de ce que j'ai entendu aujourd'hui. Voilà. Donc merci beaucoup. Nous discuterons évidemment de tout ça tout à l'heure. Et donc sans tarder, je vais passer la parole à Xavier Medina, donc qui est en visio. Vous m'entendez? Bon, ben, la parole est à vous. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Bien, oui. Super, merci beaucoup. Bon, tout d'abord, je voulais remercier cette invitation. Malheureusement, c'est une invitation en ligne parce qu'on a eu de incontournables par rapport au voyage. Je ne peux pas vous accompagner finalement en présentiel. De toute façon, bon, on va essayer de faire quelque chose quand même. Je vais essayer de partager. Voilà, ça y est, j'espère que vous pouvez voir la présentation. Bien, c'est bon. Vous pouvez y aller. D'accord, merci. Bon, ma petite présentation porte sur la diète méditerranéenne. Je sais que professeur Pelin nous a parlé ce matin de la diète méditerranéenne. Professeur Rassoin vient de nous parler, nous a parlé il y a quelques minutes. On va parler de toute façon de la transformation du concept de la diète méditerranéenne qui va de la santé à la durabilité à travers de la culture et de l'héritage. Tout d'abord, il faut parler de la Méditerranée. Qu'est-ce que c'est la Méditerranée? Voilà, ça c'est le premier problème. On parle de 2 millions et demi de kilomètres carrés, presque 4 millions de kilomètres longs, 22 pays, plus de 300 millions d'habitants. C'est assez difficile à parler de qu'est-ce que c'est la Méditerranée et comment est-ce que nous avons construit un espace tel que la Méditerranée. Il faut dire de toute façon que il s'agit, c'est sûr, d'un espace de globalisation, un espace où on a reçu
pas mal d'apportations alimentaires qui nous arrivent de tout le monde. On vient d'entendre parler de l'apricotier qui nous arrive de l'Est et que arrive en Méditerranée. C'est aussi une espace d'acclimatation et de réexpédition de l'alimentation, notamment l'alimentation qui vient de l'Asie, de l'Afrique, notamment de l'Amérique. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à la Méditerranée? Pourquoi la Méditerranée? Il faut dire que d'un côté, on a construit cet espace depuis longtemps en tant qu'ère culturelle, une construction sociopolitique durant le XXe siècle par rapport au climat. En climat, déclimat, on disait, c'était Brodel, après lui, Igor Degarin, qui disait que la Méditerranée nous arrive nous amène jusqu'aux limites des oliviers et des palmiers. Il y a des pays, des régions, des États, des aliments, des produits, des cuisines, et peut-être, et uniquement, peut-être, on peut parler d'un système culinaire. Hein. Les concepts les plus importants ici sont, d'un côté, ce qui nous vient, ce qui nous arrive de la nutrition, la biologie, la diète en tant que régime de contrôle, régulation, et toujours par rapport à la santé. De l'autre côté, nous avons l'alimentation, la synthèse de la biologie, la culture et les moyens. Et d'ici, nous arrivons aussi au comportement alimentaire, que c'est l'ensemble de la biologie et de la culture. Il ne faut pas parler de la trilogie méditerranéenne, l'huile, le pain, les vins ou les vignobles, le blé et l'olivier. Par rapport à l'histoire, de toute façon, nous savons une histoire récente et compliquée, telle que Barbara Santic l'a dit pour la première fois et Annie Hubert l'a repris. Nous avons la première référence à une diète méditerranéenne telle que le régime méditerranéen en Australie, dans son voyage en Australie, en bateau au début du 19e siècle, par Peter Cunningham, qui a identifié quelques éléments qu'aujourd'hui nous pouvons associer à notre définition actuelle médicale des diètes méditerranéennes. Après ça, nous allons aux années 60, l'étude de 7 pays dans Selkis, avec le fruit, le légume, l'huile d'olive notamment, c'est par rapport toujours à la santé cardiovasculaire. Les études de Keyes en Grèce, en Italie, aux années 50. Après ça, beaucoup d'autres études, Raton, Monica, Le Crétois, les controverses scientifiques de la presque fin du XXe siècle. Et nous assistons aussi à une nouvelle paradoxe aux années 80-90 du XXe siècle, parce que c'est quand la diète méditerranéenne arrive, encore une fois, en Méditerranée, après son détour par les États-Unis. Et c'est une diète méditerranéenne pour les Méditerranéens à ces moments-là. Il faut dire de toute façon que c'est une diète méditerranéenne pour les Méditerranéens du Nord, notamment, parce que c'est la vision du Nord de la Méditerranée qui prédomine. Nous arrivons, pour aller vite, à la pyramide. Qu'est-ce que c'est la pyramide? Il s'agit toujours de recommandations médicales, aussi pour les Méditerranéens après les années 80, qui nous arrivent notamment de l'Amérique. Nous avons d'un côté la FAO et Old Wells Preservation qui organisent en 1993 les congrès de Harvard, où nous trouvons pour la première fois cette pyramide
une des premières versions de la pyramide de la Méditerranée, où nous trouvons déjà les premières recommandations. D'ici, on va à la dernière ou presque dernière version de la pyramide, où le plus important, ce que nous pouvons voir ici, dans la base, les côtés socioculturels de rapport de convivialité, la cuisine, le fait de partager, de manger ensemble, et tous les aspects culturels qui se trouvent à la base pour la première fois de cette diète méditerranéenne. Et ça correspond à la candidature de la diète méditerranéenne en tant que patrimoine culturel et matériel de l'UNESCO. D'un côté, on va voir quelques points qui sont intéressants par rapport à tout ça. D'un côté, on voit qu'on va passer par rapport à cette candidature du régime et de la diète à la diaïta en tant que style de vie. On verra donc l'alimentation en tant que culture, cette alimentation qui va de la culture au patrimoine, la diète méditerranéenne finalement l'UNESCO, et aujourd'hui, et on va voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui par rapport à cette diète méditerranéenne. On voit que cette diéta, un nom qui vient du grec ancien, et que ça veut dire style de vie, c'est-à-dire pas en régime tel qu'aujourd'hui nous voyons ces concepts, mais en style de vie plus ouvert, avec de vrais rapports avec la culture et la quotidiennité. On voit de toute façon que l'alimentation, on voit que fait partie de la culture, et les anthropologues, normalement, et les ethnologues du XXe siècle, on nous l'a dit depuis les années 30, des anthropologues tels que Audrey Richards ou Margaret Mead, on nous a beaucoup parlé de tout ça. Par rapport aux origines de la candidature, il faut voir qu'il faut aller à la fin des années, aux années 90 du XXe siècle par rapport à la proclamation internationale par l'UNESCO des chefs-d'œuvre du patrimoine oral de l'humanité, qui a donné lieu à les sites du patrimoine immatériel de l'humanité qui ont commencé au XXe siècle. Et il faut aller, par rapport à l'alimentation, à l'année 2005, où nous trouvons la première fois une candidature mexicaine par rapport à la cuisine populaire mexicaine. À ce moment-là, c'était une candidature qui pouvait passer. L'UNESCO n'était pas habitué à une candidature comme ça, avec plus de 100 millions de personnes par rapport à l'affectation de ce bien patrimonial, et qui avait pas mal d'autres problèmes dans la construction de la candidature. De toute façon, et après avoir été refusé, on voit que le Mexique a continué la volonté de présenter cette candidature, encore une fois, et à la prochaine, on voit qu'il y avait d'autres grandes candidatures qui se sont ajoutées en 2010. Il y avait la cuisine mexicaine, il y avait le repas gastronomique français, il y avait aussi la diète méditerranéenne. Mais de toute façon, il faut voir qu'on parle de 3 candidatures qui sont assez différentes l'une de l'autre. D'un côté, si on parle de la cuisine mexicaine, on parle d'une cuisine populaire basée à la cuisine de Michoacán, d'une cuisine locale avec exemplification de la culture, de la cuisine populaire mexicaine. Il y a aussi le repas gastronomique des Français, que c'est une gastronomie
vraiment une construction encore plus de connaissances autour de l'alimentation et ses influences internationales. Et de l'autre côté, la diète méditerranéenne, que c'est un style de vie, c'est une manière de vivre l'alimentation ensemble ou plus ou moins ensemble entre de différents pays de la Méditerranée. Après l'inscription de 3 premières candidatures par rapport à l'alimentation, on voit qu'il y en a d'autres qui nous voyons ici. La culture, la tradition de café turc, le washoku japonais, le pain d'épices de la Croatie. Voyons que ça a été la porte d'ouverture au patrimoine culturel immatériel à caractère gastronomique par rapport à l'UNESCO. Alors, 2010, c'était un moment fondateur, on peut dire, par rapport au patrimoine alimentaire et l'UNESCO. On voit de toute façon, il faut dire que la candidature de la diète méditerranéenne, c'est une candidature ouverte. C'est-à-dire, on a classé la diète méditerranéenne en tant que patrimoine pour la première fois en 2010, mais on a fait, 3 autres pays se sont rajoutés en 2013. Si on commence par l'Espagne et l'Italie, la Grèce et le Maroc, il faut ajouter en 2013 le Chypre, le Portugal et la Croatie. De toute façon, il faut voir tout ça. Mais le plus important ici, de toute façon, c'est qu'on passe de la diète à la dieta, c'est-à-dire d'un concept qui est à caractère médical, on peut dire, cette diète basée dans des recommandations par rapport à la santé, à une dieta qui fait partie d'une culture partagée, hein, et qui a un focus qui nous amène vers les styles de vie, plutôt vers la culture. Cette candidature, je vous dis, a été commencée par l'Espagne, l'Italie, la Grèce et le Maroc, et finalement, on a l'ampliation au Portugal, Chypre et la Croatie en 2013. Mais il faut voir de toute façon que cette patrimonialisation, c'est une patrimonialisation de quoi exactement? Parce que du début de la candidature, de la construction de la candidature, on voit ici ces décalages entre la science et la culture, la force du concept par rapport à la santé et la petite force, mais les besoins de reconduire la candidature vers des éléments culturels qui nous permet de classer ces biens par rapport à l'UNESCO. Alors, quelle diète méditerranéenne? On parlait d'une diète méditerranéenne traditionnelle, mais construite par rapport à la santé. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas parfois. De l'autre côté, on a parlé aussi d'une reconnaissance d'une diète méditerranéenne qui arrive jusqu'aux années de la post-guerre, parce que quelques pays qui ont proposé la candidature nous disaient que la diète après l'industrialisation alimentaire des années 50-60, ça commence à être différente et ça ne pouvait pas être patrimonialisé. On voit aussi l'évolution, la nécessaire évolution de la diète méditerranéenne en tant que culture. On ne peut pas laisser cette diète ancrée dans les passés. Il faut toujours voir que la diète, l'alimentation fait partie de la culture. Alors, il faut compter toujours avec une évolution culturelle qui affecte aussi la diète méditerranéenne. Et aussi, toujours, les décalages entre les nord et les sud, parce qu'on voit que dans cette construction d'une diète méditerranéenne comme ça, le discours du Nord, c'est toujours plus fort que le discours construit du Sud, et c'est toujours prédominant. Et voilà, c'est jusqu'ici que je voulais arriver.
On aura le temps, j'espère, de faire de questions et donc petit débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bravo d'avoir tenu le temps. Donc, débat très intéressant sur la diète méditerranéenne. J'aurais une question personnellement, mais je la garde pour la fin. J'imagine que la salle aussi. Alors, la salle doit être un peu fatiguée sans café, mais je vous dis de tenir encore un peu. Votre café n'en sera encore que meilleur plus tard. Donc, bon courage, tenez, tenez. Et donc, nous avons notre last but not least, comme disent les Anglais ou les Anglo-Saxons. Donc, professeur Habib Aïb. Donc, tout à l'heure, je disais qu'il était professeur émérite à l'université Paris 8, mais évidemment, en tout cas, beaucoup d'entre vous le savent déjà, c'est aussi un cinéaste. Et d'ailleurs, le sujet sur lequel il a parlé, il a fait un très beau film que j'imagine plusieurs d'entre vous ont vu, donc Couscous, graine de la dignité. Je ne sais pas si Habib nous entend. Habib, Oui, je crois. je te donne la parole. Merci beaucoup pour, pour l'invitation. Encore une fois, les organisateurs et les organisatrices de ce colloque. J'ai proposé une intervention qui n'a rien de nostalgique, mais qui fait quand même référence à mon point de départ, c'est-à-dire le couscous de ma mère, et là où je suis arrivé en tant que chercheur, donc de l'enfant dans le meilleur couscous, bien sûr, parce que c'est le premier, parce que c'est celui de ma mère, c'est celui que ma mère faisait, et au regard du chercheur, parce que j'ai beaucoup travaillé, et non seulement pour le documentaire, mais aussi en tant que chercheur, j'ai beaucoup publié sur les questions alimentaires et ainsi de suite. Entre les deux, entre le couscous de ma mère et le couscous royal que je mentionne dans le titre, il y a un énorme d'énormes pluriels changements sociaux et agronomiques et agricoles et agraires dans la Tunisie, bien que le couscous royal est probablement plus ancien que ma mère. Je pense que ma mère, quand elle est née, le couscous royal existait, puisque c'était déjà, ça faisait déjà partie des habitudes culinaires de la communauté européenne et une partie de la communauté juive, pas toute, mais c'est quasiment une question de classe sociale, ceux qui étaient en contact avec les Européens arrivés en tant que colons en Tunisie. Et donc, ma mère, quand elle est arrivée, ce qui fait la différence, c'est que moi, je suis originaire et je vais un peu revenir à cette enfance qui est importante, non pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. Je crois on est dans un coin qui est au-dessus de ce qu'on appelle les montagnes de Matmata ou Jbel Demr, si tu connaissent un peu plus dans le détail. C'est à quelques kilomètres, 5 ou 6 kilomètres de la ville de Benardesh. Maintenant, quand j'y étais, c'était un tout petit village, Patlan, même un petit quelque chose. Maintenant, c'est une grande ville. Et donc, au-dessus des montagnes. Et dans ce coin-là, il pleut en moyenne, j'allais presque dire les meilleures années, 150 mm par an. Et vous en convenez presque tous, certainement, que pour produire du blé, il faut au minimum 450 mm. Et à Demr, donc ce petit coin à côté de Benardesh, qui n'existe même pas sur la carte, ne le cherchez pas, il pleut à peu près 150 mm et on produisait du blé. Moi, j'ai grandi dans des champs de blé et d'orge, des champs de blé de une variété absolument qui n'existe quasiment plus. La Banque nationale des gènes, on a trouvé quelques grammes ramenés des États-Unis et ça s'appelle Hmir. C'est une variété très spéciale de blé. Mais le couscous, ça n'en fait pas que notre couscous local était un couscous de blé, c'était d'abord un couscous d'orge. Et la comparaison, c'est plutôt entre ce couscous de mon enfance qui est essentiellement d'orge et celui qu'on trouve maintenant du couscous royal, le couscous classique qu'on peut manger maintenant dans n'importe quelle famille, même quand c'est pas royal.
Dans le couscous de ma mère, il y avait, on va faire une dissection, hein, comme on a appris à faire ça en géologie quand on était au lycée, et pour certains, peut-être continuer en tant que spécialiste aujourd'hui. En bas, c'est la semoule faite d'orge, produite localement. Et au-dessus, quand il y a les légumes, bah, nos légumes, ça dépendait des années. Les années pluvieuses, il pouvait y avoir quelques carottes, peut-être un peu de potiron ou ce qu'on appelle la courge jaune ou rouge, qui parfois pèse plusieurs kilos, hein, c'est pas des petits trucs. Et puis aussi les meilleures années, enfin non, les années moins bonnes, moins pluvieuses, il y a les légumes secs qui sont la fève, les lentilles, les pois chiches. Il y a bien sûr ça, tout ça c'est produit localement, et il y avait l'huile d'olive qui était produite localement aussi, puisque c'est une région d'oliviers. Et puis parfois, le jour de l'Aïd, éventuellement, et Ashura, le Mouled, et quelques fêtes religieuses ou traditionnelles locales, il mettait il y avait sur ce couscous, fameux couscous, j'en ai encore le goût sur la bouche, c'est pour ça que j'arrive pas à parler correctement. Il y avait de la viande séchée, gdid. Et je crois que la première fois de ma vie que j'ai goûté à quelque chose qui vient de la mer, et que j'ai même vu ça, à part les dessins qu'on faisait à l'école, c'était du garnit, du poulpe séché, parce que ça pouvait arriver jusque-là, vu qu'il n'y avait ni frigo, évidemment, ni rien du tout. C'était des maisons troglodytes. Le seul frigo, c'est ce truc auto-climatisé, auto-conditionné, qui était la faveur de la maison troglodyte très profonde où il faisait toujours des 7-18 degrés. Et donc, en gros, le couscous de ma mère, mis à part le goût, était à 100% produit localement. Rien n'était acheté. Produit localement par la famille. Et ce que j'avais fait une présentation ce matin pour ceux qui n'étaient pas là, et je parlais de la place de la femme dans le contrôle et la reproduction de la biodiversité et des semences locales. C'est ma mère, c'est pas mon père. Ma mère, c'est elle qui gérait tout ça. C'est elle qui ramassait les olives, c'est elle qui faisait l'huile, c'est elle qui plantait les légumes secs ou moins secs, les courges qui ramassait. C'est ma mère qui faisait ça, qui moulait moudre, du verbe moudre, les céréales, et qui faisait évidemment le couscous et qui le servait. Ça, c'est le premier couscous local. Quand on va au couscous moderne aujourd'hui, royal ou non, encore une fois, mais avec le temps, même j'ai encore ma sœur maternelle, parce que j'en ai d'autres, mais ma sœur maternelle vit encore dans le même village. Et quand je mange chez elle, à l'improviste, quand je lui dis pas que je viens manger, et elle est toujours très heureuse de me recevoir, mais quand je regarde son couscous, parce qu'elle sait que j'aime ça et elle me fait presque systématiquement un couscous. Encore, je suis pas sûr qu'elle ait vraiment beaucoup de choix. Et donc, la semoule est achetée au magasin, à Benekdesh justement. L'huile d'olive, les meilleures années, c'est local, mais en général, c'est acheté. Les légumes secs, c'est très rarement local, c'est acheté. Et donc, entre ma mère et ma sœur, l'une a vécu dans l'indépendance alimentaire, même si c'était pauvre, même si c'était ceci ou cela, et alors que ma sœur, qui me fait systématiquement un couscous à la viande, sachant que je suis végétarien, mais l'idée d'avoir de la viande sur le couscous est devenu quelque chose d'absolument indispensable. Ça fait partie de ces changements sociaux. Et qu'est-ce qui s'est passé politiquement et plus largement à une échelle du pays et pas seulement de mon petit village? C'est que dans mon pays, la Tunisie était autosuffisante en céréales, mélange blé, orge essentiellement et quelques autres céréales, jusqu'au milieu des années, entre les années 20 et les années 30.
Et les Français, quand ils sont arrivés, parce qu'on parle toujours des questions politiques et colonisation militaire, il y a la colonisation alimentaire, il y a la colonisation agricole et alimentaire. L'une des choses les plus terribles que les Français ont fait, c'est l'introduction de la farine, l'introduction du blé tendre. Le Maghreb, c'est une terre de blé dur, pas de blé tendre. Et en faisant le blé tendre pour répondre aux besoins du marché français et européen, les Français ont imposé un nouveau régime alimentaire. Essayer d'acheter un pain de céréales en Tunisie aujourd'hui, en dehors des grandes boulangeries de luxe dans Marseille et ailleurs, dans un petit village, chercher du pain d'orge ou de céréales, vous n'en trouverez pas. Et dans les quartiers les plus riches, c'est très cher en plus. Donc, ce n'est pas accessible à la population. Vous mangez de la semoule. Non seulement c'est de la semoule mélangée avec de la farine, donc c'est de la semoule quasiment blanche, mais en plus, à plus de 55% importé, soit d'Ukraine ou d'Europe ou de Russie ou d'ailleurs. On est dépendant à plus de 65% pour notre propre couscous. Et vous prenez le couscous actuel et vous le disséquez. La semoule est importée, ou en tout cas elle est blanche. La viande est quasiment tous les jours, y compris chez les gens relativement pauvres, parce que ça fait partie des standards. Et les légumes, bien sûr, en tout cas, 100% de votre assiette est dans les meilleurs des cas acheté dans le magasin d'à côté. Quand ce n'est pas une période de crise, où ça m'est arrivé récemment de prendre de la semoule avec moi d'ici, je suis à Lyon, c'est là où je passe une grande partie de ma vie, où j'ai dû emmener dans mes valises 2 kilos de semoule parce que ça m'a été demandé à Tunis. Vous connaissez la situation, enfin certains connaissent la situation de la crise alimentaire et des manques de certains produits alimentaires et de farine. Est-ce que j'ai encore quelques temps, un peu de temps? Oui. 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 Donc je peux encore approfondir un peu. Et il y a quelque chose qui m'avait beaucoup choqué et je pense que ça m'a poussé un peu. Mais il faudrait que je passe chez un psy pour mieux comprendre ce qui s'est passé. J'étais à l'école primaire les toutes premières années et l'instituteur, moi j'étais Benfdesh, donc à côté de Medine, dans le sud, où on parle le ga, pas le qaf, et on avait un institut très chic, très sympa en plus, moi je l'adorais, et il venait des Sfax. Et un jour, il nous demande, petit gamin, hein, nous on était vraiment peut-être 2e année ou 3e année primaire, je ne sais plus, et il nous dit, qu'est-ce que vous mangez à la maison? Alors, il y avait les gamins qui racontaient un peu cette histoire-là, qu'est-ce qu'ils racontaient leur vie, quoi, tout simplement. Et moi, j'étais très fier parce que je disais, moi, je mangeais du malthout, le couscous d'orge dont je parlais tout à l'heure. Et lui, cet instituteur-là, il ne vient pas de New York, hein, juste de Sfax. Il est tunisien comme moi et une grande partie des gens qui sont dans la salle. Et il me disait, mais l'orge, c'est pour les animaux, c'est pas pour les humains. Et rien que pour ça, j'ai détesté ma mère, j'ai refusé de manger pendant plusieurs jours. J'ai gardé cette haine un peu cachée jusqu'à après la mort de ma mère, où j'ai compris finalement que le couscous d'orge avait quelque chose de très très important, non seulement qualitativement, non seulement au goût, mais en plus en termes de capacité ou de potentiel d'indépendance alimentaire. Quand on ne peut pas avoir de blé, on produit de l'orge et on mange de l'orge, c'est extrêmement important. Juste pour finir, je dirais, plus récemment, j'ai pris connaissance d'un certain nombre de concepts que j'ai développés ou que j'ai essayé de diffuser, la question de la souveraineté alimentaire. Beaucoup de gens ont pris le concept de la souveraineté alimentaire à la place de sécurité alimentaire, bien sûr, c'est en opposition à la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire. Beaucoup de gens l'ont pris comme quelque chose de national.
quelque chose un peu d'une manière un peu chauviniste. Il faut que la Tunisie soit indépendante, mange exclusivement le blé ou l'alimentation produite sur place. Alors que ça dépend de la personne, ça commence par ma mère et ça commence par tout individu entre nous, c'est la souveraineté personnelle. Qu'est-ce que je produis, qu'est-ce que je mange? Et ça se termine au niveau du pays. Et entre les deux, c'est cette évolution non seulement politique et géopolitique, mais en plus sociale. Certains ce matin ont parlé de la globalisation. On n'était pas obligé d'entrer là-dedans. Ce n'était pas une conséquence de la globalisation. Ça a commencé bien avant. C'est tout simplement, c'est que toute notre économie agricole, agraire et en partie donc alimentaire, toute notre politique a été construite sur un concept très simple que je ne vais pas vous apprendre, mais juste pour mettre le lien, le concept des avantages comparatifs. Et aujourd'hui, on exporte en Tunisie les raisins, les fraises, on en a parlé aussi ce matin, la pastèque, les melons en hors saison. Début avril, on pouvait trouver de la pastèque en France, ça venait de Tunisie. C'est un scandale écologique évidemment, et on importe 50% plus de 50% de nos besoins en céréales. Quelqu'un avant moi avait écrit il y a plusieurs années qu'on exportait les desserts et l'entrée, la salade si vous voulez, et on importait le plat de résistance. Et c'est tout ce qui fait la différence entre le couscous de ma mère et celui du couscous royal. Merci. Merci beaucoup, Habiba, pour ce témoignage et pour cette analyse. Et je crois que beaucoup de gens dans la salle sont convaincus. Et aujourd'hui, par le problème de manque d'eau qui s'accélère de manière incroyable, pas seulement en Tunisie évidemment, mais dans tous les pays du Maghreb. J'étais au Maroc il y a 2 semaines et c'est presque encore pire au Maroc. Donc il y a des problèmes mais incroyables. On attend ton nouveau film d'ailleurs qui va sortir sur cette question-là. Il est en cours de montage. Ça porte sur Voilà. les changements climatiques et dans les changements climatiques, il y a la dépendance alimentaire. Voilà, donc on aura peut-être un événement ici, pourquoi pas, pour parler de ces questions-là et on entendra de nouveau les collègues. Donc merci aux intervenants. Du coup, je donne la parole à la salle. On va prendre quelques questions, commentaires. Donc, et après, personnellement, j'aurai aussi quelques questions que je poserai aux différents intervenants. Pierre Tressac, allez-y. Bonjour, merci à tous les intervenants pour cet exposé super intéressant. Je suis Pierre Tressac de l'IRD, je suis épidémiologiste en nutrition, ce qui va expliquer la naïveté totale de ma question. Pendant l'exposé sur les abricotiers, il y avait un truc avec le froid. Alors c'est quoi? Il ne faut pas qu'il fasse trop froid, il faut qu'il fasse assez froid. Je n'ai pas compris ça. C'est quand il fait trop froid, ça ne pousse pas, ou il ne fait pas assez froid, c'est comment? Voilà, c'est juste ça. Merci beaucoup. Merci, très bonne question. En fait, les arbres fruitiers, en général, ils ont, pendant la dormance en hiver, quand il n'y a plus de feuilles, elles entrent en dormance, c'est le repos hivernal. Et c'est pendant cette saison qu'elles doivent accumuler un certain nombre d'heures de froid en dessous de 0 degré pour stimuler l'induction florale, c'est-à-dire la programmation des boutons floraux qui vont éclore le printemps suivant. S'il n'y a pas ce besoin en froid satisfait, elle ne passera pas la commande des boutons floraux. Donc, si les variétés ou les variétés importées européennes ont plus de besoins en froid que les variétés locales tunisiennes, ça peut aller jusqu'à 1000 heures de froid en hiver. Les variétés locales arrivent à se satisfaire de 300 heures de froid à peu près. Donc maintenant, à cause du changement climatique et surtout les 7 ou 8 hivers très chauds qu'on a eu successifs, les variétés importées ne fleurissent plus autant et donc elles ne produisent plus autant qu'avant. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'aller chercher dans les variétés locales celles qui ont un meilleur potentiel d'adaptation pour remplacer avec les variétés locales qui s'adaptent à la chaleur. Voilà, merci. Tu as quand même remarqué la chaleur ici, pas besoin de...
Non, mais c'était pas... Bon, je vais... Moi, je peux parler? Oui. Moi, je voudrais juste rendre hommage à ce qui s'est fait en Tunisie en termes de préservation des ressources génétiques. On va en parler tout à l'heure dans le panel pour l'élevage, mais et nous avons avec nous l'initiateur, le premier directeur de la banque de gènes, qui est professeur Mnawer Jameli, mais c'est une réflexion à laquelle j'ai assisté et dont les initiateurs sont en partie décédés malheureusement aujourd'hui, qui sont le professeur Mohamed El-Marakchi, qui était généticien, Abès Abdelkefi, aussi généticien, et qui ont mené avec Si Mohamed Saïd, qui aurait dû être aussi avec nous aujourd'hui, la réflexion avec Si Dalou, au niveau du ministère de l'Agriculture, pour, en tant que chercheur, défendre l'idée de la banque de gènes et de la protection des ressources locales, parce que le problème s'est posé, pas aujourd'hui, mais ça fait déjà 30 ou 40 ans que nous avons parlé de cette problématique, et c'est comme ça que la banque de gènes est née et qu'elle a un statut, qu'elle a des chercheurs et qu'elle a une vocation. Et ce travail est aussi en corrélation avec ce que vous avez présenté, donc j'ai tenu à le dire. Merci. Je voudrais poser une question à Monsieur Xavier Medina sur la diète méditerranéenne. Ce régime méditerranéen, diète méditerranéenne, m'interpelle beaucoup en travaillant sur l'espace méditerranéen médiéval. Et je trouve que dans beaucoup d'études en Europe, on a parlé d'une construction diététique, d'une construction imaginaire. Je trouve que il y a des espaces qui sont complètement exclus de la recherche, où la diète méditerranéenne, où le régime méditerranéen en Méditerranée n'existe pas. Il est dans certaines régions fictif, parce que la Méditerranée, ce ne sont pas que des côtes. Il y a des régions en Méditerranée qui ne mangent pas, qui n'obéissent pas aux critères de cette diète. Éventuellement, dans la Méditerranée de l'Est, au Proche-Orient par exemple, qui se nourrissent de queues de gras de queue de mouton qui conservent à longueur de l'année et qui est un aliment de base dans leur nourriture. Comme par exemple aussi, je crois qu'il faudrait peut-être, et je ne sais pas, est-ce qu'il y a des programmes, mais qui ne soient pas des programmes faits par des diététiciens ou des nutritionnistes? Est-ce qu'il y a des programmes qui sont faits par des anthropologues, justement, qui, dans la Méditerranée du Sud et dans la Méditerranée de l'Est, pour confirmer ou ne pas confirmer cette construction? Medina. Merci beaucoup. Oui, il y a des études, pas de programme tel quel, mais il y a des études et des études qui finalement ont créé cette candidature, cette inscription, classification de la diète telle par l'UNESCO. Le seul problème ici, c'est que le nom, même le label diète méditerranéenne, c'est un label à forte construction médicale par rapport à la diététique, par rapport à la nutrition. Alors, quand on est arrivé le moment de présenter la candidature en 2100 à peu près, on a dû reconstruire et reconduire les discours par rapport à l'histoire, la culture et tous les aspects qui étaient normalement dehors de cette conception de diète méditerranéenne.
C'est ça que je voulais un peu expliquer dans ma petite conférence. Et il faut dire aussi que après l'ampliation de la candidature en 2013, c'est la FAO qui a pris la diète méditerranéenne en tant qu'exemple d'alimentation durable et qui essaie d'établir de quelques points par rapport à l'étude de la diète méditerranéenne en tant qu'une alimentation durable locale par les régions et les pays de la Méditerranée. Alors, c'est à partir de cette candidature qu'on a commencé à faire un détour vers la culture et finalement, on arrive actuellement à la durabilité à travers de cette culture qui nous amène à la localité. Et à partir de cela, oui, il y a de programmes, il y a d'autres points de vue par rapport à la diète qu'il faut continuer à explorer. Merci. J'ai également une question à Xavier Medina, mais aussi à Habib Aïb et aux intervenants qui le souhaitent. Moi, je pense sincèrement, d'après ce qu'on vit, en tout cas en Afrique du Nord depuis 2 ans, qu'on ne peut pas faire de la recherche scientifique comme avant. Donc, il y a un élément nouveau, et qui devient très, 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 très pesant, c'est, comme je disais, la question de l'eau. Donc, il faut partir de là et réfléchir tout le reste autour de ça. Et pourquoi je parle de ça? Parce que, donc, quand on parle de diète méditerranéenne, ça veut dire peut-être plus de fruits et légumes. Et quand on parle de, même en niveau économique, si on réduit par exemple, parce que Habib disait la colonisation a introduit la farine, mais les subventions l'ont perpétuée. Donc c'est pour ça que les gens vont manger cette farine parce qu'elle est subventionnée, notamment les gens pauvres et peu aisés. Et donc aujourd'hui, supposons qu'on réduise ces subventions, ce que le Maroc est en train de faire par exemple, et l'Égypte. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les gens vont consommer moins de ça, ils vont peut-être vouloir manger plus de fruits et légumes. Or, les fruits et légumes consomment beaucoup d'eau dans la configuration actuelle. Donc c'est un peu la quadrature du cercle. Je pense que cette question-là, personnellement, je n'y ai aucune réponse et elle me taraude l'esprit beaucoup. Donc si vous avez réfléchi de votre côté comment faire dans une situation de gouvernement idéal, supposons que voilà, on parte vers la souveraineté alimentaire, vers la réduction des pertes d'eau, etc. Mais comment faire pour ne pas perdre d'un côté ce qu'on gagne de l'autre? Merci. Moi, je veux bien. Habib, vas-y, commence si tu veux, et puis après, Xavier, si... ils répondent à ma question, et après... Oui, c'est juste pour répondre à ta question. Dans une situation idéale, on pourrait établir aujourd'hui une nouvelle politique agricole pour corriger ces dérives-là. La première chose, il y a un élément qui est extrêmement difficile, c'est qu'on est inscrit dans une économie globale qui s'appelle, et avec des rôles différents entre le Nord et le Sud, c'est que le Sud est soumis à ce qu'on appelle le diktat des avantages comparatifs. Vous avez du soleil et un peu d'eau, vous exportez les pastèques, les raisins et les fraises, et nous, on a les meilleurs climats pour produire des céréales, on vous envoie des céréales. Et pensez au boycott alimentaires qui ont été exercés contre soit la Libye ou l'Irak, le fameux travail contre pétrole contre nourriture, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qui fait que nous n'avons pas cette indépendance alimentaire. Mais par rapport aux questions écologiques, je pense que tu pensais à ça, Mohamed Ali, enfin au moins en grande partie. Comment on peut réduire la consommation d'eau en Tunisie ou au Maroc? Parce que je crois que c'est intellectuellement, j'allais presque dire philosophiquement, c'est très facile. Moi, j'ai une réponse immédiate. Interdiction de l'exportation de tout produit hors saison. Interdiction de l'irrigation des produits destinés à l'export, y compris l'huile d'olive. Interdiction de tout ce qui fait un usage inutile. Parfois ça peut être sympa,
Manger du chocolat, c'est pas forcément utile pour survivre, mais ça n'aime pas de manger du chocolat. Donc, je n'irai pas jusqu'à interdiction totale, mais interdiction de l'usage de l'eau pour ça. On peut inventer autre chose pour se faire plaisir. Et ainsi de suite. Qui est capable aujourd'hui de faire ça? Ni politiquement, aucun gouvernement ne partirait, même s'ils étaient d'accord, hein, je sais que c'est un discours très minoritaire, et très peu irait dans cette direction. Mais même s'ils le voulaient, ils ne pourraient pas, parce que si on refuse d'importer des céréales ou d'exporter des fraises, on refusera de nous vendre ou de nous donner ou de nous prêter telle technologie ou tel produit, des vaccins par exemple, vous vous rappelez de ce qui s'est passé avec les vaccins contre le Covid et ainsi de suite. Donc, la seule chose à faire pour limiter l'eau, aujourd'hui, en passant par ce biais-là, il y a peut-être d'autres petites choses, hein, mais radicalement, je vous donne un chiffre. Je pense que les gens de l'IRD connaissent bien ces choses-là. Un chiffre. On dit 70%, il y en a qui disent 80, il y en a qui disent 60 ou 65, c'est peu importe. Disons 70% de l'eau disponible en Tunisie et même ailleurs va vers l'agriculture. Ça, c'est un chiffre assez connu par tout le monde. Mais le chiffre qui est un peu moins connu, c'est que 60% de cette eau-là est exportée. 60% des 70%, donc quasiment 40%, 35-40%, allez, de l'eau disponible est exportée sans aucune raison, juste pour remplir les comptes bancaires de certaines personnes, sont très, en nombre, sont très peu, et affamer le reste du pays. La paysannerie vit une crise de pauvreté absolument excessive et le pays vit une dépendance alimentaire absolument effrayante. Heureusement qu'on n'a pas encore de crise politique grave avec des puissances étrangères, sinon on nous couperait la fourniture en céréales. Merci Habib, ton message est clair. Jean-Louis Rastoin veut réagir. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. L'eau, c'est un capital limité, et dans un contexte d'évolution de la politique agricole et alimentaire vers la souveraineté alimentaire, il est évident qu'il faut arrêter de faire circuler de l'eau virtuelle, c'est-à-dire des millions de mètres cubes qui circulent à travers les circuits d'exportation. Par ailleurs, il y a un autre argument qui est nutritionnel. Dans la diète méditerranéenne, la base fruits et légumes apporte des bienfaits nutritionnels considérables. Et la deuxième chose qu'on peut dire, c'est que pour les céréales, ça a été dit aussi, c'est le blé dur. Ce sont des variétés locales qui sont adaptées aux conditions agroclimatiques, etc. C'est ce qu'il faut développer. D'où ma suggestion de faire évoluer l'appareil de recherche-développement et de mettre le paquet là-dessus. Alors, c'est certain que du point de vue politique, enfin, ce n'est pas politiquement correct actuellement. Alors, il y a une troisième mesure, on a évoqué Ricardo, les avantages comparatifs, etc. Non, Ricardo, c'est fini. Dans le contexte de changement climatique, etc., ce n'est pas les avantages compétitifs qui vont compter. C'est de remplacer, donc il faut arrêter, il faut interdire la spéculation sur les denrées alimentaires de base à la bourse de Chicago et ailleurs, et puis remplacer ça par ce que j'appelle des contrats d'approvisionnement et de co-développement. C'est-à-dire, pour les céréales, par exemple, on peut avoir des contrats avec les pays importateurs qui ne soient pas basés sur la bourse de Chicago, qui est complètement folle, mais qui soient basés sur des fourchettes de prix et de volume pour, équilibrer les flux. Et deuxièmement, il faut accompagner ça aussi de contrats de co-développement des filières. Je sais qu'il y a par exemple un problème d'approvisionnement en semences dans tout le Maghreb. Il faut que la coopération permette de développer une production semencière adaptée. Merci beaucoup. Xavier Medina, pas de commentaire? Oui, juste un mot si vous voulez. Je suis tout à fait d'accord. Un mot pour la fin et on clôt la séance. D'accord, oui, tout à fait d'accord. Je crois que l'urgence par rapport à l'eau, c'est vraiment c'est sur la table et il faut
il faut avoir compte de ça, pas uniquement du côté de politique agroalimentaire de différents pays, et aussi de la politique agroalimentaire européenne, mais du dialogue entre les politiques agroalimentaires européennes et les économies productives du pays du nord de la Méditerranée. Beaucoup. Je crois qu'il y avait une toute petite question là, une question là, et puis on termine. Vas-y. Oui. Oui, je lui donne juste après. Il y avait derrière une. Je reviens sur la remarque de Siem là, qui me paraît extrêmement pertinente sur le fait que le régime méditerranéen, il est côtier. Et alors, est-ce qu'on a des études pour quantifier ça? Ben, bien sûr, on fait des grandes études nationales sur 5, 10, 15 000 individus sur lesquels on mesure de manière très précise la consommation alimentaire. Ça a été fait au Maroc, ça a été fait en Tunisie, ça a été fait dans pas mal de pays. Et on essaye, à partir de ce qu'on a mesuré sur ce que les gens mangent, de dire est-ce qu'ils ont plus ou moins un régime méditerranéen. Alors c'est là que ça commence à être compliqué, parce que quand on parle au café du régime méditerranéen, tout le monde est d'accord à peu près sur ce que c'est. Mais quand il s'agit de classifier les gens à partir d'enquêtes de consommation alimentaire, est-ce que lui, il est plus méditerranéen que l'autre, etc. Donc en fait, dans la littérature, déjà, il y a 15 définitions du régime méditerranéen. Donc ça, c'est juste une petite remarque en passant. Une caractéristique importante du régime méditerranéen dont on n'a pas entendu beaucoup parler aussi, c'est la frugalité, soit dit en passant. Il y a une structuration, mais aussi peu de calories. Et donc, pour finir donc, sur la remarque de Siem, et effectivement, on voit ça très bien à partir de nos indices de diète méditerranéenne, que plus on va vers l'intérieur, par exemple au Maroc, dans l'Atlas, etc., c'est exactement comme vous dites, les gens, ils n'ont pas du tout un régime méditerranéen comme peuvent avoir ceux qui vivent dans les régions côtières, parce que ce régime méditerranéen, ça vient d'endroits comme la Crète, la Grèce, etc., où les gens sont très proches des côtes. Voilà. Donc c'est effectivement une remarque super importante. Merci. Donc on va conclure avec la dernière intervention. Donc, professeur Poulain. C'est une interrogation, peut-être ça appellera des réponses de votre part, mais une information qui m'est arrivée récemment, dans le sud de la France et du côté de Montpellier et de Roussillon, il y a plus de 1000 forages clandestins qui sont actifs et qui ont été développés par des agriculteurs et des campings, des gens qui travaillent dans le tourisme. Alors, comment réguler cette affaire ? Et dans le sud de la France, je crois que c'est Jean-Louis Rastoul qui va répondre. Bon, il y a des politiques de gestion de l'eau par bassin. Et normalement, tout ce qui est hors la loi doit être puni. Mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a une loi sur l'agriculture, l'alimentation tous les 2 ans, mais elle n'est pas appliquée, très peu. Donc, on a un problème, là je pense que c'est un problème culturel. C'est-à-dire que les applications ne suivent pas. Mais je pense que dans le cadre, le contexte de crise, de changement climatique, etc., il faudra le faire. Sinon, tu évoques les Pyrénées-Orientales, le Roussillon, où il y a des sécheresses dramatiques qui sont sur le point de faire disparaître l'agriculture. Alors, il n'y a pas que les forages clandestins, il y a aussi des ouvrages récents d'hydraulique qui ont changé le cours des rivières, etc. Donc, on a complètement perturbé la nature. Il faut revenir au biomimétisme que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est évident. Merci beaucoup. Est-ce que je peux rajouter... Merci aux intervenants en visio, en présentiel. Merci à la salle d'avoir tenu son café. Et là, vous avez le droit au café, donc vous pouvez y aller.